Robert Baer, vous vouliez ajouter quelque chose sur l'image de l'Iran encerclé par les bases américaines? En fait, c'est encerclé. Vous voyez la carte. Il y a deux armées, grandes armées américaines à la frontière. Et c'est Bush qui a menacé beaucoup de fois l'Iran. C'est en fait les États-Unis peuvent attaquer l'Iran. Il y a, comment dirais-je, une paranoïa. Alors, part des Iraniens. Justement, paranoïa de la part des Iraniens qui ferait suite aux menaces nombreuses des Américains. On se souvient que les Américains avaient d'ores et déjà menacé l'Irak avant de l'envahir. On a entendu George Bush avant-hier, dans son discours de sortie, comme on les appelle, reconnaître une erreur. Ce serait d'avoir cru le renseignement en 2003. On va écouter tout de suite George Bush se confessant. The biggest regret of all the presidency has to have been the intelligence failure in Iraq. A lot of people put their reputations on the line and said, the weapons of mass destruction is a reason to remove Saddam Hussein. It wasn't just people in my administration, and that's not a do-over. But I wish the intelligence had been different, I guess. Vous y croyez, George Bush, victime du renseignement américain, vous qui avez été chef de la CIA? Il ment 100%. Parce que j'étais chef de renseignement de la CIA. Jusqu'en 1995, vous ne l'étiez plus. Il n'y a pas de renseignement. Ouais. Et il y a un type qui est venu en Jordanie qui a dit, c'est Saddam Hussein qui a détruit tous les armes nucléaires et tout. Il ment. Michel Collomb? Oui, Bush a menti effectivement avant la guerre, pendant la guerre et maintenant aussi. Il prétend qu'il a été trompé par les services de renseignement. En réalité, il y a toute une série de témoignages qui disent qu'ils ont obligé à déposer de faux rapports avec des chantages, avec des pressions, avec des déformations. Bush voulait cette guerre qui avait été décidée depuis longtemps pour contrôler les pétroles et il a obligé les services de renseignement à déposer de faux rapports. Donc quand on dit que les États-Unis viennent au Moyen-Orient parce qu'on les invite. Je ne sais pas si le régime saoudien ou le régime koweïtien a tellement d'indépendance qu'il pourrait décider, tiens, invitons les États-Unis. Soyons sérieux, c'est des marionnettes. Et donc, quand les États-Unis disent invitez-nous, ben ça se passe. Le problème avec les États-Unis au Moyen-Orient, c'est qu'Israël sert de flic dans la région, sert de gendarme, parce que les États-Unis ont décidé que le pétrole, ça leur appartenait, que le pétrole du Moyen-Orient, c'est pas aux peuples arabes pour se développer, pour éliminer la pauvreté, c'est pour les multinationales comme Exxon, qui a fait l'an dernier seulement 40 milliards de dollars de bénéfices. C'est pas assez, donc il faut contrôler le pétrole partout dans le monde entier. Et si on me dit que non, c'est un problème différent au Moyen-Orient, il faut remarquer que les États-Unis veulent contrôler le pétrole partout dans le monde. Chavez, on a essayé de faire un coup d'État et de l'assassiner parce qu'il voulait aussi utiliser l'argent du pétrole pour éliminer la pauvreté. On a essayé le même coup avec Evo Morales en Bolivie. Maintenant, en Afrique, dès qu'on découvre du pétrole, après 5 minutes, les États-Unis sont là et disent « il nous faut une base militaire, on va envoyer la flotte, etc. » Le problème, c'est que les États-Unis ont décidé que le pétrole, ça leur appartient partout dans le monde et qu'ils veulent le contrôler partout. Un, pour les bénéfices énormes que ça rapporte, et deux, comme moyen de chantage, pour faire le chantage sur l'Europe, sur le Japon, sur la Chine, sur l'Inde, sur toutes les autres puissances, pour ainsi les bloquer avec le chantage énergétique. Donc Israël, il sert juste de flic dans cette stratégie-là. William Goldman. Au-delà des obsessions anti-israéliennes et anti-américaines de notre invité, je voudrais revenir, parce que je trouve qu'on a été un peu vite sur l'Iran, et je voudrais avoir l'opinion d'ailleurs de M. Baer là-dessus. Parce que je ne pense pas qu'on doive considérer comme totalement acquis le pouvoir iranien des mollahs aujourd'hui. Ça bouge en Iran. Le bazar, vous le savez bien, bouge. Les étudiants bougent aussi, donc les mollahs vont partir. De Gaulle disait que la Russie allait absorber le communisme comme le buvard l'encre. Moi, je pense que l'Iran, qui est une merveilleuse civilisation, je ne sais pas quand, malheureusement, absorbera aussi l'islamo-fascisme comme le buvard l'encre. Tout dépend de savoir quand. Et l'un des grands torts aujourd'hui, à mon avis, des Européens, c'est de ne pas favoriser autant qu'il le faudrait l'opposition iranienne. Vous avez une opposition islamique, modérée, très puissante, c'est le CNRI en Europe. On s'évertue à le considérer encore comme terroriste alors qu'ils ont gagné tous leurs procès. Ce ne sont pas du tout
des mouvements terroristes. Et ce qu'il faudrait faire, si on ne veut pas attaquer l'Iran, c'est au moins favoriser l'opposition démocratique, et on ne le fait pas par peur des mollahs. Robert Baird? Je ne suis pas d'accord. Depuis 30 ans, on parle de la faillite du régime d'Iran. Jusqu'à maintenant, personne ne bouge. Et après tout, ce n'est pas important l'économie en Iran. C'est comme pendant Rome, c'est le gaz, c'est l'Astrogaz, l'économie qui est abîmée aussi. Pour un empire, et je crois que l'Iran est plus... Je ne parle pas d'économie, M. Baird. Je parle de démocratie, je parle de gens qui en ont marre de ce régime. Mais vous savez qu'ils sont nombreux. C'est un système ils militaire. sont torturés, c'est difficile. Je sais bien qu'ils C'est un système militaire. Ça, oui, c'est la raison pour laquelle elle est dangereuse. Oui, elle est dangereuse parce que c'est un système militaire. Mais en même temps, vous pensez qu'aux prochaines élections, Ahmadinejad va perdre le pouvoir? Il va partir. Il va partir. Je suis convaincu. Parce que c'est une démocratie à l'intérieur d'un régime qui, lui, reste une république islamique. Presque une république. Mais c'est Khamenei est la personne la plus importante. Et il est une dictature militaire. Mais si, pardon, je suis d'accord sur le fait que le vrai pouvoir est entre les mains du guide suprême Khamenei. Mais le problème, c'est que Ahmadinejad, il l'a autorisé à monter au pouvoir à la présidence, même si la présidence n'est que le 4e ou 5e échelon du pouvoir en Iran, et que depuis, on a une radicalisation à la fois dans le discours et dans les actes. Et c'est ça qui est extrêmement problématique, c'est qu'on ne peut pas considérer qu'Ahmadinejad n'est qu'une marionnette, parce que derrière, ou au-dessus, comme vous le dites, c'est Khamenei qui décide. Et au mois de juin prochain, et je pense que ce sera une date à surveiller avec beaucoup d'intérêt, au mois de juin prochain, on verra bien si à la tête réelle du pouvoir en Iran, il y a une volonté de répondre notamment aux propositions qui ont été faites à la fois par l'Union européenne, mais également par la Russie de Poutine il y a 2 ans et il y a 5 ans respectivement de cela, à savoir échanger en quelque sorte la capacité nucléaire militaire dont souhaiterait se doter l'actuel gouvernement contre des avantages nucléaires mais civils sur les 15, 20 et 25 ans à venir. Et je pense qu'encore une fois, c'est en 2009 qu'on aura la réponse et pas plus tard. Henri Laurence, vous voulez intervenir? Je crois que de toute façon, sur l'Iran, c'est la question du nationalisme qui est primordial. Un pays qui a été plusieurs fois envahi ne peut être que vigoureusement nationaliste. Le régime actuel, quelles que soient ses tares, elles sont nombreuses, il exprime d'abord un nationalisme iranien extrêmement puissant, et toute opposition qui n'est pas dans un cadre nationaliste n'existe pas. Ce sont des traîtres. Et s'ils ne sont pas des traîtres, ils seront pratiquement obligés de réendosser les positions internationales du régime actuel. Alors en plus, il y a la peur du complot qui est réel, parce que de l'autre côté, des tas de puissances ont essayé de faire des opérations clandestines en Iran, les renverser plusieurs fois le régime actuel ou les précédents. Donc ça paraît tout à fait plausible pour les dirigeants actuels. Il y a aussi peut-être une dimension qu'on oublie, parce que là on est trop dans le rationnel, c'est que certaines tendances du régime iranien actuel sont d'ordre messianique, apocalyptique. Alors on peut dire que c'est du folklore qu'Ahmadinejad élargit les avenues de Téhéran pour laisser passer le Mahdi le jour. Mais par exemple, expliquez-nous pour le Mahdi. Le Mahdi qui doit arriver à la fin des temps, un des personnages de l'apocalypse musulmane, en particulier en chiisme. Le président Ahmadinejad a élargi les avenues de Téhéran pour qu'il ait plus de place le jour de sa venue. Et en 2006, les combattants du Hezbollah face à l'armée israélienne ont senti la présence du Mahdi à côté d'eux. Il ne s'est pas montré parce que ce n'était pas encore le moment où il devait se montrer. Mais les combattants ont senti sa présence. Alors c'est toujours très dangereux dans un monde où il y a des armements lourds, du nucléaire, et qu'on est dans les 3 religions de la région des gens qui sont apocalyptiques, puisqu'il y a des apocalyptiques protestants qui disent que la fin des temps va arriver à des armes nucléaires. Il y a des apocalyptiques musulmans qui disent que la fin des temps va arriver. Mais le président américain est apocalyptique aussi. Les sont les Américains. Les apocalyptiques protestants, les apocalyptiques juifs, parce qu'il y en a aussi. Et des apocalyptiques, les 3 religions se réunissent dans un espèce d'appel à la fin des temps, dans un système politique qui est complètement déréglé, et où il y a des armes de destruction massive un peu partout cachées ou non cachées. Alors c'est dans ce sens-là que la position de notre invité
est positive, parce qu'il vaut mieux essayer de discuter et de trouver des marchés et des compromis, plutôt que se balancer des armements lourds à la tête. Ça faut. Oui, non, je voulais vous demander, Monsieur Laurence, pourquoi vous disiez tout à l'heure que l'Amérique ne pouvait pas partir de cette région, qu'elle était coincée, qu'elle ne pouvait pas partir? D'abord parce qu'elle n'est pas seule, elle est le syndic du monde industrialisé, contrairement à ce que pense notre ami. Si vous voulez avoir du pétrole pour vos voitures et pas vous retrouver dans la situation de mai 68 où on ne pouvait plus partir en week-end, il faut bien qu'il y ait une flotte américaine dans l'océan Indien pour assurer la liberté d'accès au pétrole, pas seulement pour les États-Unis. En mer Rouge. Et en mer Rouge. Regardez actuellement la piraterie. Il travaille pour tout l'Occident, d'après vous. Il travaille aussi bien pour la Chine, la Russie, etc. Pas seulement l'Occident. L'ensemble